l'existant n'est pas suffisant. L'intelligence économique, elle, est modulée à la fois par la culture des gens qui la reçoivent ou qui la rencontrent, bien entendu, et aussi modulée par l'environnement économique, politique de l'endroit où on se trouve. Mais il n'empêche que ces tendances lourdes, on va les retrouver partout, et il est très important de les enregistrer parce qu'elles vont, on va le voir au fur et à mesure, elles vont réellement impacter durablement notre environnement, nos comportements, et indiscutablement aussi les rapports entre États. Alors, le premier constat d'abord, et c'est un peu la conséquence de ce que je disais sur le numérique tout à l'heure, et c'est un constat que tout le monde partage, c'est que la montée en puissance de l'individu va s'accélérer et s'amplifier, et ça va provoquer l'arrivée d'une classe moyenne de plusieurs milliards d'individus qui deviendra la majorité dans la plupart des pays. Alors, cette évolution s'explique par la conjonction de plusieurs tendances. La réduction de la pauvreté, et aujourd'hui on est comme on a tous un pin ou presque pour cette journée de la pauvreté, parce qu'il faut aider les gens à sortir de la pauvreté, et cette réduction de la pauvreté, il faut le savoir au niveau mondial, est déjà spectaculaire, puisque la proportion de gens vivant dans le monde sous le seuil de 1,25 $ par jour, qui est le seuil de pauvreté selon les normes internationales, est passée de 43% en 1990 à 22% en 2008. En gros, presque 50% de baisse de la pauvreté en volume total. Et cette amélioration va continuer durant toute la période grâce à la croissance de la production économique par habitant dans les pays émergents. Il faut savoir que cette production économique par habitant est déjà passée, là encore je donne deux chiffres, mais ça permet d'avoir des idées, est passée de 25% en 80 à 47% aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a effectivement une évolution du monde, et on va la retrouver par d'autres aspects, une évolution du monde qui de ce côté-là est bénéfique et va modifier les relations sociales par la montée d'une classe moyenne. Cette progression générale du niveau de vie bénéficiera d'un accompagnement, il faut le savoir, parce que c'est la suite normale, le corollaire de cela. Cette progression générale du niveau de vie s'accompagnera dans le domaine de la santé, dans les principaux pays émergents, d'une politique volontariste qui s'appuiera sur la sensibilisation de l'hygiène, sur les récentes découvertes en biologie et sur des traitements qui permettront de continuer à éradiquer les maladies infectieuses. Donc, d'un côté, il y a une évolution qui est favorable, une réduction de une classe moyenne d'une part, d'autre part, vous avez une baisse de la pauvreté, et en contrepartie de ça, en conséquence de cela, eh bien, vous avez une amélioration des conditions de vie de tout le monde. Excusez-moi, prends l'appareil. Voilà. Alors, ce socle dynamique permettra le développement humain, parce que derrière, vous avez une conséquence importante également. Le développement humain par l'éducation, qui va réduire l'écart entre les hommes et les femmes. Et ça, on n'y fait pas assez attention, et c'est à cause des critères dont je viens de vous parler qu'il y a une réduction, ça c'est archi prouvé, de l'écart entre les hommes et les femmes, et va permettre à celles-ci de faire entendre leur voix sur la façon dont les sociétés chercheront à s'organiser. Et de surcroît, ces formations vont ouvrir l'accès aux nouvelles technologies en encourageant et formant à l'usage généralisé de moyens de communication modernes. Et là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, parce que ce sont l'utilisation des moyens de communication modernes qui permettent de progresser par rapport à l'autre qui n'y a pas accès. Dans un autre domaine, l'évolution des rapports de puissance au détriment des États forts traditionnels trouve son origine dans la mondialisation. Leur perte de pouvoir face aux multinationales industrielles ou financières est réelle. La libre circulation des capitaux est permanente. Les réseaux d'échange et de communication transfrontières se développent. Et tout cela, bien entendu, a un impact sur l'État et ses relations. Parallèlement, dans les pays émergents, la prospérité naissante et les techniques de communication à bas coût émancipent des centaines de millions de gens qui se trouvaient jusqu'ici hors du champ politique. Et c'est eux qui vont pousser les dirigeants de leur pays à les segmenter en régions ou à les fédérer en blocs de pays émergents,
qui voudront avoir toute leur place dans un monde jusqu'ici dominé par les Occidentaux et leurs alliés. Mais ce bouleversement essentiel des rapports de puissance auxquels nous allons être confrontés s'exercera sur deux actes bien différents, et là encore, je pense qu'il faut bien les enregistrer. Nous allons d'abord assister à une bascule du pouvoir économique vers l'Est et le Sud. Les Américains, les Européens, les Japonais, qui détiennent aujourd'hui 56% du produit intérieur brut mondial, seront bien en dessous de 50% en 2030. En 2008, la Chine a dépassé les USA comme détenant les plus grosses réserves et deviendra la première puissance économique mondiale d'après tous les calculs, un peu avant 2030, alors qu'il n'y aura plus un pays européen dans les 10 premières. Ça vous montre le bouleversement auquel nous sommes en train d'assister. En 2020, la part de marché des actifs financiers des marchés émergents aura doublé, et la santé de l'économie mondiale dépendra donc principalement d'eux. Ainsi, en 2030, l'Asie aura dépassé l'Europe et l'Amérique du Nord en termes de puissance économique, militaire et technologique. L'Afrique se développera à une vitesse équivalente à celle qui a connu la Chine ces 20 dernières années. Et à côté de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de la Russie, de l'Afrique du Sud, nous verrons l'arrivée de puissances régionales comme la Colombie, l'Indonésie, le Nigeria ou la Turquie. Et il va probablement falloir y ajouter l'Iran, puisque tout indique qu'il va rentrer dans le concert des nations dans les mois qui viennent. L'Europe là-dedans, et c'est important lorsqu'on est au Maroc de parler également de l'Europe, compte tenu des liens qui existent, l'Europe restera une puissance globale si elle maintient son unité, mais elle reste fragile lorsqu'on prend chaque pays individuellement. Et c'est bien un des problèmes majeurs auxquels cette Europe est confrontée. Nous devons tous intégrer dans nos analyses que les 20 prochaines années vont constater donc une perte de pouvoir des États face aux individus et face aux organisations non étatiques. On va assister à un véritable transfert de connaissances, réservé jusqu'ici aux États, vers les entreprises et les citoyens de plus en plus autonomes. Grâce aux technologies de l'information, les réseaux de tous ordres prendront une influence considérable. Et ceci va obliger les principaux pays et leurs dirigeants à modifier leurs approches et leurs méthodes de traitement des problèmes. Ils vont devoir apprendre à décloisonner et à travailler également en réseau dans un monde devenu, comme je vous l'ai rappelé, multipolaire. Mais tout ceci va se compliquer par la multiplication des armes et des moyens d'attaque, militaires pour certains, cyber ou biologiques pour d'autres, qui sont en train de devenir accessibles à des individus ou à des petits groupes. Ils auront donc la capacité de mener des actions violentes à grande échelle ou de déstabilisation qui sont normalement réservées aux États. Mais ceci ne veut pas dire que, dans la durée, ceci représente un problème majeur. Par contre, si l'on va un peu plus loin, on voit que nous avons un problème qui est généralement négligé, c'est celui de la démographie. Car on va assister à un vieillissement généralisé de nos populations, y compris dans les nations jeunes comme la Chine ou la Turquie. Pour vous donner un exemple, alors qu'en 2012, seuls le Japon et l'Allemagne étaient au-dessus de l'âge médian de 45 ans, la plupart des pays européens, la Corée du Sud et Taïwan, pour prendre deux autres pays phares de l'Asie, seront largement au-dessus. Et il faut noter d'ailleurs, pour une fois on peut le dire, là on est bon, pour ce qui concerne mon pays, il faut noter que la France est le pays européen qui de ce côté-là s'en sort le mieux et s'en sortira le mieux dans le futur. Mais ce processus va continuer, avec des conséquences pour les pays âgés, dans lesquels le problème sera de maintenir le niveau de vie en dépit d'une économie à faible taux de croissance. C'est particulièrement valable pour les Européens. Le ratio entre les plus jeunes et les plus vieux aura partout une importance, ne serait-ce qu'en termes de main-d'œuvre productive et bien sûr de flux d'immigration. Celui-ci va croître, le flux d'immigration, va croître, mais en se transformant, parce que alors qu'on parle toujours de flux nord-sud, il faut être conscient qu'on rentre dans une période dans laquelle il y aura des flux, certes sud-nord, mais il y aura aussi des flux est-ouest et ouest-est, entre pays émergents,
et entre les pays émergents et les autres, en fonction des besoins et des possibilités des uns et des autres dans la durée. Parce que les gens, grâce aux moyens informatiques et numériques, vont pouvoir avoir la possibilité de savoir où on peut aller pour trouver de l'emploi avec plus de chance qu'ailleurs. Et ça provoquera des mouvements dans tous les sens. Donc il faut se préparer à un monde dans lequel l'immigration deviendra un phénomène classique en fonction des besoins.